Je m'appelle Erika Suárez. À 27 ans, en tant que capitaine dans le corps des marines des États-Unis, je pensais pouvoir faire face à n'importe quoi. J'avais tort. Au milieu d'un jardin baigné de soleil, vêtu d'un blanc immaculé, mon propre frère m'a frappé au visage, lors de mon mariage. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas le faux pas maladroit d'un homme, qui avait bu trop de champagne. C'était un coup de poing, rapide et précis. Il a atteint ma pommette, a envoyé une onde de choc crépitante à travers ma mâchoire, et a éclaboussé de sang la délicate dentelle blanche de ma robe. Un moment que je n'oublierai jamais, au grand jamais. Une seconde plus tôt, je tenais mes vœux écrits à la main. La seconde suivante, je titubais en arrière, la tête qui tournait, tandis que mon voile glissait de mon épaule. Un silence de mort s'est abattu sur le jardin. Il croyait m'avoir réduite au silence, pour de bon. Il n'avait aucune idée, que les 4 mots que mon mari s'apprêtait à prononcer, allaient détruire toute sa carrière. Si vous voulez savoir quels étaient ces 4 mots, dites-moi d'où vous regardez la vidéo. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, si vous avez déjà vu les personnes les plus proches de vous, essayez de vous tirer vers le bas, juste au moment où vous commenciez à vous élever. La première chose que j'ai perçue après l'impact, n'était pas la douleur. C'était le silence. En tant qu'officier du renseignement, je suis entraîné à analyser les paysages sonores, pour comprendre le bruit ambiant d'un environnement donné. Le silence qui est tombé sur mon mariage, n'était pas une absence de bruit. C'était une présence physique. C'était une couverture épaisse et lourde, qui étouffait les douces notes du quatuor à cordes, les bavardages polis des invités, et le bruissement de la chaude brise californienne, à travers les palmiers taillés. Le silence était une pression dans mes oreilles, un vide rugissant là où la vie se trouvait, juste un instant auparavant. Dans ce vide, mes sens se sont aiguisés comme une lame de rasoir. Je pouvais entendre le souffle du vent, un son solitaire contre le souffle retenu collectivement, par une centaine de personnes. Quelque part à ma gauche, une flûte de champagne a glissé d'une main inerte, et s'est fracassée sur le patio en pierre. Une explosion nette et cristalline dans le silence. Sous tout cela, j'entendais le battement de tambour frénétique et percussif de mon propre cœur, contre mes côtes. Un signal morse désespéré, dans un monde devenu sourd. Mon entraînement a pris le relais, un réflexe froid et indésirable. J'ai effectué une évaluation des menaces sur la scène. Le coupable, mon frère, le sergent-artilleur Ryan Suárez, se tenait à 60 cm de moi, le poing encore légèrement serré. Son visage n'était pas un masque de rage. C'était pire. C'était la toile d'une satisfaction suffisante, le regard d'un homme qui croyait venir de restaurer l'ordre naturel des choses. Les acteurs secondaires, nos invités, étaient figés dans un tableau d'incrédulité. J'ai scruté leurs visages, cataloguant leurs réactions. Mon commandant, le colonel Thompson, le visage raidi par le choc. Mes amis d'université de l'UVA, la bouche grande ouverte d'horreur. Mes camarades officiers, les hommes et les femmes avec qui j'avais servi, leurs expressions illisibles, mais leurs corps verrouillés dans l'immobilité du repos de parade. Ils étaient tous témoins, et pourtant, personne n'a bougé. Personne ne s'est avancé. À ce moment-là, entouré par les personnes qui étaient censées être ma communauté, mon système de soutien, le sentiment d'isolement absolu était aussi vif et clair que la douleur, qui s'épanouissait maintenant dans ma mâchoire. J'étais une île, et la mer autour de moi était faite de leur choc. Et puis, quelqu'un a bougé. C'était ma mère. Pendant une fraction de seconde, un espoir enfantin et primitif a jailli dans ma poitrine. C'était un instinct que je pensais avoir effacé de moi-même, des années auparavant. L'espoir qu'une mère courait vers son enfant blessé. J'ai imaginé une étreinte, une parole réconfortante, un bouclier contre l'horreur du moment. L'espoir est mort, aussi vite qu'il était né. Ma mère est passée juste à côté de moi. Ses yeux, l'espace d'un bref instant, ont parcouru mon visage, et le sang qui perlait sur ma lèvre, mais il n'y a eu aucune reconnaissance, aucune alarme. C'était comme si j'étais un meuble qu'elle devait contourner. Elle s'est dirigée d'un pas raide et déterminé, directement vers Ryan. Mon esprit, la partie analytique de mon être, a enregistré chacune de ses actions avec une précision glaçante. Elle a posé doucement une main, parfaitement manucurée, sur son biceps, non pas pour le retenir, mais pour l'apaiser. Sa voix, quand elle a parlé, n'était pas un rugissement de fureur maternelle. C'était un murmure urgent, contrôlé, le genre qu'on utilise pour corriger le mauvais comportement public d'un enfant. Ryan,
Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle sifflé. Les gens nous regardent. C'était tout. Pas le coup de poing. Pas la douleur fulgurante dans mon visage. Ce sont ces 5 mots qui m'ont vraiment brisé le cœur. Sa première préoccupation n'était pas la sécurité ou la dignité de sa fille, mais l'image de la famille, pour les apparences. La confirmation d'une vérité que j'avais toujours connue, mais que je n'avais jamais voulu affronter, a atterri avec la force d'un coup physique. Dans le monde de ma mère, je n'étais qu'un personnage secondaire, un accessoire dans le grand drame de son fils prodige. Mon regard s'est ensuite déplacé, cherchant mon père. Il se tenait près de l'arche florale, où j'étais sur le point de vouer ma vie à un autre homme, un sergent-chef à la retraite. Son visage était, comme toujours, un masque impassible. Mais ses yeux ont croisé les miens, et je n'y ai vu aucun réconfort, aucune rage en mon nom. J'y ai vu une froide et dure lueur de déception. C'était une expression que je connaissais bien. Elle ne disait pas « Je suis tellement désolé que cela te soit arrivé ». Elle disait « Pourquoi as-tu dû causer cette scène ?» Sa colère n'était pas dirigée vers l'agresseur. Elle était dirigée contre la perturbation. Dans son monde, l'ordre et la discipline étaient primordiaux, et moi, en devenant une victime si publiquement, j'avais créé une brèche chaotique et embarrassante. J'ai réalisé alors que je n'avais pas seulement été agressé par mon frère. J'avais été jugé et trouvé coupable par mes propres parents pour le crime d'avoir été sa cible. Ils ne voyaient pas une fille qui souffrait. Ils voyaient un problème qui venait ternir un après-midi parfait. Le sentiment d'abandon était une chose physique, un poids froid s'installant dans mon estomac, menaçant de m'engloutir. Et juste au moment où je sentais que je commençais à sombrer, une autre silhouette a bougé. C'était Jacques. Il n'a pas chargé Ryan. Il n'a pas crié. Ses mouvements étaient calmes, délibérés, une oasis de détermination dans un désert de paralysie. Il a marché directement à mes côtés. D'une main, il m'a doucement pris le coude, son contact offrant une pression constante et stabilisatrice. De l'autre, il a fouillé dans la poche de poitrine de son uniforme de cérémonie, en a sorti sa pochette blanche impeccable, et avec un soin infini, a commencé à tamponner le sang sur ma lèvre. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Ses actions étaient une déclaration silencieuse, et sans équivoque. Dans un monde qui, collectivement, avait tourné le dos, lui s'était tourné vers moi. Il avait choisi mon camp. Le tissu blanc s'est taché de rouge, et il l'a simplement plié, continuant à nettoyer la blessure avec la concentration d'un chirurgien. Il était la seule personne, dans tout ce jardin, qui me voyait. Pas l'incident, pas le scandale, mais moi. Il a finalement levé les yeux, et croisé mon regard. Ses yeux, couleur d'une mer agitée, étaient remplis d'une fureur froide et contrôlée, qui m'était entièrement destinée. Il m'a regardé, et j'ai su, avec la certitude d'un plan de bataille bien exécuté, que le mariage était terminé. Mais la guerre ne faisait que commencer. Et en regardant le visage de ma mère, de l'autre côté de la pelouse, avec son expression vide et insensible, une pensée soudaine et glaçante a fait surface. Ce regard. Où avais-je déjà vu ce regard? Ce regard sur le visage de ma mère, dans le jardin. Cette expression vide, méprisante. Ce n'était pas nouveau. Alors que je me tenais là, avec le goût métallique du sang dans la bouche, le souvenir que cela a déclenché était si vif, que ce fut presque une luxation physique. Le jardin ensoleillé de Californie s'est dissous, remplacé par l'air humide et parfumé au pin de l'Est de la Caroline du Nord, 10 ans plus tôt. J'avais de nouveau 17 ans, debout au cœur de l'endroit qui était censé être ma maison. Notre maison se trouvait juste à l'extérieur de la base du corps des marines de Camp-le-Jeune, à Jacksonville. Ce n'était pas tant un foyer, qu'une base d'opérations avancée pour les idéaux de mon père. Tout y était d'une propreté militaire. Les sols polis jusqu'à briller de mille feux. Les meubles disposés à des angles parfaits de 90 degrés. Pas un grain de poussière à trouver. Mais il n'y avait aucune chaleur, aucune douceur. C'était le genre de propreté qui semble stérile, inhospitalière. L'air lui-même semblait se tenir au garde à vous. La monnaie d'échange de notre foyer était strictement réglementée. Les conversations tournaient autour de 2 sujets approuvés, le corps des marines, et le football. C'étaient les 2 piliers du monde de mon père, et de Ryan. Un domaine masculin de prouesse physique, de stratégie sur le terrain, et de loyauté inconditionnelle envers l'institution. Mon monde à moi, un paysage tranquille de livres d'histoire,
de littérature classique et de débats philosophiques que je n'avais qu'avec moi-même, était traité comme un pays étranger, à la politique douteuse. J'étais une extraterrestre, dans ma propre cuisine. J'ai appris à cacher mes romans, les glissant sous mon matelas comme de la contrebande, parce que mon père les rejetait comme étant des trucs inutiles qui ramollissent le cerveau. Pour lui, la force se mesurait en pompe et en temps de course sur 40 mètres, et non dans la résilience d'un personnage de roman de Jane Austen, ou dans l'éclat stratégique d'un général romain que j'étudiais. Le souvenir qui m'a envahi, datait de Thanksgiving. La maison était remplie des riches odeurs savoureuses de dinde rôtie, et de la casserole de haricots verts de ma mère. Pour une fois, je n'étais pas une étrangère. Je vibrais, porteuse d'un secret, une nouvelle si monumentale que j'avais l'impression qu'elle pourrait, à elle seule, réaligner les plaques tectoniques de notre dynamique familiale. J'avais gardé ça pour moi toute la journée, attendant le moment parfait pendant le dîner, comme un soldat attendant l'instant précis pour lancer une offensive parfaitement planifiée. J'avais reçu une épaisse enveloppe de l'Université de Virginie, une semaine plus tôt. À l'intérieur, se trouvait une lettre d'acceptation, et la promesse d'une bourse complète du ROTC, le programme de formation des officiers de réserve. Ce n'était pas seulement une acceptation. C'était la validation de chaque nuit passée à étudier, de chaque activité extrascolaire à laquelle j'avais participé, de chaque sacrifice que j'avais fait pendant que Ryan jouait les héros du football local. L'UVA était l'une des meilleures écoles du pays. Et cette bourse était mon ticket de sortie, ma déclaration d'indépendance. Quand la tarte à la citrouille a été servie, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai posé la lettre officielle, fraîchement imprimée, sur la table, à côté de mon assiette. J'ai des nouvelles, ai-je annoncé, la voix tremblant légèrement d'excitation. Mon père l'a ramassée, ses yeux parcourant la page avec une efficacité habituelle. Ma mère s'est penchée par-dessus son épaule. Pendant un instant, il y a eu une lueur de quelque chose. Était-ce de la fierté? Mais alors, Ryan, assis en face de moi, a tendu le bras vers le pichet de jus de canneberge. Il a vu la lettre. J'ai vu ses yeux se fixer sur l'écusson de l'université, sur les mots « Naval Reserve Officer Training Corps ». Son expression, un mélange familier de dédain et de rivalité, s'est tendue pendant une fraction de seconde. Puis, d'un geste d'une maladresse pratiquée, presque théâtrale, son coude a heurté le lourd pichet en verre. Une vague de liquide rouge foncé et collant, s'est déversée sur la table, engloutissant ma lettre dans une marée pourpre. « Oups, désolé », a-t-il dit. L'excuse était totalement dépourvue de sincérité. Il m'a souri avec suffisance. Les papiers de gratte-papier se tachent facilement. J'ai regardé, sans voix, le papier détrempé et ruiné. La tache rouge foncée s'étalant sur le papier à en-tête officielle, saignant dans l'encre de mon nom, était exactement de la même teinte que le sang qui tacherait, un jour, la dentelle blanche de ma robe de mariée. C'était une prophétie, écrite avec du jus. Mais la cruauté désinvolte de Ryan n'a pas été le coup fatal. La véritable blessure, celle qui allait s'infecter pendant une décennie, est venue de mes parents. Mon père a laissé échapper un petit rire gras. Un vrai rire. Il a tapé sur la table, sincèrement amusé. « Sacré Ryan, toujours aussi maladroit », a-t-il dit, secouant la tête avec affection. Puis il a tourné son regard méprisant vers moi, ne voyant pas ma dévastation, mais un inconvénient mineur. « Allez, Erika. Ce n'est qu'un morceau de papier. N'en fais pas tout un plat. Tu peux en imprimer un autre. Juste un morceau de papier. Mon avenir, mon triomphe, mon évasion. Juste un morceau de papier. » Ma mère, toujours dans son rôle de pacificatrice, est intervenue pour gérer la situation. Elle m'a tendu un essuie-tout, ses mouvements vifs et efficaces, son visage ne montrant qu'une légère contrariété face au désordre. Elle n'a pas regardé mon visage, n'a pas reconnu les larmes qui montaient à mes yeux. Elle s'est immédiatement tournée vers son fils, la voix enjouée et impatiente de changer de sujet. « Ryan, chéri, parle à ton père du plan de match pour Avlocaï. Est-ce que le coach va enfin te laisser essayer cette feinte ?» Et juste comme ça, j'ai été effacé. Je suis resté assise là, un essuie-tout inutile et détrempé à la main, regardant le liquide rouge foncé couler de la table sur le sol. Ce n'était pas seulement ma réussite qu'ils avaient rendue invisible. C'était ma douleur, mes sentiments. Mon existence même, à cet instant, était moins importante qu'un match de football de lycée. J'étais un fantôme, à leur table. Je n'ai pas pleuré ce soir-là. Pleurer, je l'avais déjà appris,
était une erreur tactique dans notre maison. C'était un signe de faiblesse que mon père méprisait, une source de satisfaction pour Ryan, et une irritation pour ma mère, qui lui donnait une raison de plus de me qualifier de trop sensible. Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai battu en retraite. J'ai emporté la lettre ruinée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai soigneusement utilisé mon sèche-cheveux, sur le réglage le plus bas, pour sécher les pages collantes et déformées. Une fois qu'elle a été aussi plate que possible, j'ai glissé la lettre dans un protège-document en plastique transparent, le genre qu'on utilise pour un exposé d'école. J'avais l'impression de préserver un artefact de champ de bataille. Je l'ai rangé au fond du tiroir du bas, sous de vieux albums photos et des pulls devenus trop petits. Ce fut une leçon profonde. Cela m'a appris que mes victoires étaient miennes, et que mes blessures l'étaient aussi. Chercher leur validation ou leur réconfort était une stratégie perdante. Ce soir-là, j'ai arrêté d'essayer de gagner leur approbation. Une résolution d'un autre genre s'est endurcie en moi, une détermination froide et silencieuse. J'allais construire une forteresse à l'intérieur de moi, brique par brique silencieuse. Je réussirais, non pas pour leurs applaudissements, mais pour prouver que leur monde dédaigneux avait tort. Et je ferai tout cela, en silence. La question qui m'a hanté après le fiasco du dîner de Thanksgiving était simple. Si ma famille était le premier champ de bataille, comment étais-je censé survivre dans une institution, conçue par des hommes exactement comme mon frère? La réponse que j'ai découverte, c'est que vous ne faites pas que survivre. Vous vous transformez en une arme qu'ils ne peuvent pas briser. Ma transformation a commencé à l'école des candidats officiers, à Quantico, en Virginie. Je suis arrivé au cœur d'un hiver virginien humide et glacial, qui semblait conçu pour s'infiltrer dans votre âme. Quantico a un dicton, l'endroit où la faiblesse vient mourir. Dès le premier jour, il était clair que cette philosophie était appliquée avec une ferveur religieuse. Le monde s'est rétréci à la réalité immédiate et brutale des instructeurs qui hurlaient, à l'odeur de boue et de sueur, et à l'épuisement constant et écrasant qui est devenu la nouvelle normalité. Et les regards. Je les sentais sur moi en permanence. Je n'étais pas juste une candidate de plus, dans la mer de crâne rasé et de camouflage vert et marron. J'étais une femme candidate officier, un point d'interrogation d'1,68 m et 60 kg, dans un monde construit pour des hommes, faisant 2 fois ma taille. À chaque fois que je terminais une course ou escaladais un obstacle, je sentais le poids de leur regard collectif, un mélange de curiosité, de douter, pour certains, de ressentiment pur et simple. Le 3e jour, un sergent artilleur avec une mâchoire comme un bloc de granit, et une voix qui ressemblait à du gravier dans un mixeur, a arrêté notre peloton pendant un exercice. Il a marché lentement le long de la ligne, ses yeux scrutant chacun d'entre nous, puis s'est arrêté juste devant moi. Il s'est penché, le visage à quelques centimètres du mien. « Mesdames » a-t-il beuglé, bien qu'il ne regardât que moi et les 4 autres femmes du peloton. « Laissez-moi être clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas de princesse ici. Ce n'est pas un bal des débutantes. Si vous ressentez le besoin de pleurer, vous faites vos bagages et vous rentrez chez maman. Est-ce que vous me comprenez? Oui, sergent artilleur, avons-nous hurlé en chœur. La menace ne m'a pas fait peur. Elle ne m'a même pas mis en colère. D'une manière étrange, c'était réconfortant. C'était un langage que je comprenais. C'était un endroit où les règles, aussi dures soient-elles, étaient claires. Ce n'était pas comme ma famille, où les attaques étaient dissimulées sous de faux sourires et une agression passive. Ici, l'hostilité était honnête. La forteresse que j'avais commencé à construire à l'intérieur de moi, cette nuit de Thanksgiving, a simplement reçu une couche supplémentaire d'acier renforcé. Je ne pleurais pas. Je ne craquerais pas. Je deviendrais du granit, tout comme lui. L'ultime test de cette résolution est survenu quelques semaines plus tard, lors d'un exercice de navigation terrestre de nuit. La forêt était d'un noir d'encre, une obscurité étouffante qui avalait le faisceau de nos lampes torchées à lentilles rouges. L'air était froid et humide, collant à nos uniformes. Nous avions une carte, une boussole, et une série de points à trouver avant le lever du soleil. Notre chef d'équipe de tir était un ancien joueur de football universitaire du Texas. Une montagne, qui se déplaçait avec la confiance inébranlable de quelqu'un à qui l'on n'avait jamais dit non. Au bout d'1 heure environ, alors que nous essayions de nous orienter, la boussole est tombée. Lorsque notre chef d'équipe l'a ramassée, l'aiguille tournait dans le vide. Elle était cassée. Une vague de panique silencieuse a traversé le groupe. Le visage du chef d'équipe s'est crispé.
Ses yeux se sont immédiatement dardés sur moi. Suarez, a-t-il grogné. C'est toi qui as fait tomber ça. Ce n'était pas une question. C'était une accusation. L'implication était claire. La femme, le membre le plus petit et le moins fiable de l'équipe, devait être celle qui avait tout fait foirer. L'ancienne Erika aurait ressenti une vague d'indignation, et aurait rétorqué que c'était lui qui la tenait. Mais l'Erika de Quantico, l'arme que j'étais en train de forger, est restée silencieuse. Se disputer était une perte d'énergie, une ressource que je ne pouvais pas me permettre de dépenser. Au lieu de cela, j'ai simplement levé les yeux. Au-dessus de la dense canopée des arbres, le ciel était clair et parsemé d'un million d'étoiles glaciales. Je me suis souvenu de toutes ces nuits dans mon jardin en Caroline du Nord, où j'échappais à la tension de la maison en me perdant dans le cosmos, avec mon télescope bon marché. Le passe-temps que mon père avait qualifié de « rêverie inutile ». J'ai trouvé la grande ours. De là, mes yeux ont tracé le chemin familier jusqu'à Polari, l'étoile du Nord. Elle était là, suspendue, une encre fixe et fiable dans la vaste obscurité tourbillonnante. Mon esprit s'est mis au travail, calculant les angles, visualisant la carte, plaçant notre position par rapport à cet unique point lumineux. Les voix de mes coéquipiers se sont estompées, pour ne devenir qu'un bourdonnement sourd. Il n'y avait plus que moi, et les étoiles. Au bout d'une minute, j'ai baissé les yeux. Par là, ai-je dit, d'une voix plate et assurée, en pointant à travers les arbres. Nous devons nous diriger par là. Le chef d'équipe m'a regardé, avec une expression mêlant incrédulité et mépris. Tu penses pouvoir naviguer grâce à une putain d'étoile? Je sais que je le peux, ai-je répondu, mon ton ne laissant aucune place au débat. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Ils étaient perdus, et j'offrais une issue. Mais l'accepter, signifiait faire confiance à la personne qu'ils avaient déjà désignée, comme le maillon faible. Finalement, avec un soupir de frustration, le chef d'équipe a grogné, « Bien, on va essayer à ta façon, Suarez. Mais si on finit dans un marais, ce sera de ta faute. » Nous avons progressé à travers la forêt dans un silence tendu. Mais alors que nous trouvions le premier point, puis le deuxième, le silence a commencé à changer. Nous sommes revenus au point de ralliement, juste au moment où les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon, largement dans le temps imparti. Notre instructeur nous attendait. « La boussole vous a lâché, candidat ?» a-t-il demandé, un regard entendu sur le visage. « Oui, sergent artilleur », a répondu notre chef d'équipe. « Qui vous a ramené ?» Le chef d'équipe a hésité, regardant le sol. Personne n'a dit un mot. Le silence s'est étiré, lourd d'une vérité inexprimée. Finalement, l'instructeur a simplement hoché la tête, lentement. Il n'a pas posé la question à nouveau. Il n'y a eu aucun éloge public, pas de « bien joué Suarez », aucune reconnaissance du tout. Mais alors que nous marchions vers les casernes, je l'ai vu. Quelques-uns de mes coéquipiers masculins m'ont jeté un coup d'œil, leurs expressions ayant changé. Ce n'était pas de l'admiration. C'était quelque chose de bien plus précieux, un respect réticent et plein de rancune, à mon égard, dans ce matin froid et silencieux. C'était une victoire plus éclatante que n'importe quelle médaille. C'était une bataille que j'avais gagnée sans tirer un seul coup de feu. C'était une petite victoire, mais elle était mienne. Si vous avez déjà vécu un moment comme celui-là, une victoire silencieuse que personne d'autre n'a reconnue, mais qui signifiait tout pour vous, cliquez sur ce bouton « J'aime » et commentez « Je te vois » ci-dessous. Voyons-nous les uns les autres. Des mois plus tard, lorsque j'ai obtenu mon diplôme et que j'ai épinglé les barres d'argent de sous-lieutenant à mon col, j'ai commis l'erreur d'appeler Ryan. J'avais encore cette lueur d'espoir, je suppose. L'appel a été court. Après lui avoir annoncé la nouvelle, il y a eu un silence, puis un petit rire sec et sans humour, à l'autre bout du fil. « Eh bien, félicitations, sous-lieutenant », a-t-il dit, en étirant mon nouveau grade comme si c'était une insulte. Je suppose que tu vas pouvoir t'asseoir derrière un bureau maintenant, et dire aux vrais marines comme moi, quoi faire. Essaie juste de ne faire tuer personne, avec l'une de tes jolies cartes. Il a raccroché. Je suis resté là, dans mon uniforme parfaitement repassé, regardant le reflet des 2 barres d'argent dans le miroir. J'en avais payé le prix fort, je les avais gagnés par la sueur, l'isolement et la simple force de ma volonté. Et pour ma famille, elle n'était toujours que la chute d'une blague que je ne comprenais pas. Après l'épreuve froide et humide de Quantico, le corps des marines m'a envoyé dans le désert. Ce fut un choc sensoriel total,
troquant l'humidité oppressante de la Virginie, pour la chaleur sèche et brûlante du Mojave. Mon nouveau poste était le centre de combat air-sol du corps des marines, à 29 Palm, en Californie. Un paysage tentaculaire et impitoyable de sable, de roches et de soleil implacable. C'était un endroit où tout, des arbres de Josué épineux aux scorpions cachés sous les pierres, semblaient capables de vous couper ou de vous brûler. La chaleur n'était pas seulement dans l'air. C'était une pression constante et oppressante, qui reflétait l'intensité de l'entraînement. Nous étions engagés dans un exercice interarmes, un gigantesque jeu de guerre conçu pour pousser chaque unité, jusqu'à son point de rupture absolue. C'est dans cette fournaise, un endroit conçu pour dépouiller tout, sauf l'essentiel, que j'ai rencontré pour la première fois le major Jack Monroe. Il était pilote de FAE-18, assigné à notre élément de commandement, en tant qu'officier de l'air. Dans un monde de personnalités bruyantes et fanfaronnes, Jack était une anomalie. Il était discret, non pas de manière timide ou incertaine, mais avec une profonde immobilité, contenue en lui-même. Il ne se vantait pas de ses heures de vol, ni ne racontait d'histoires exagérées. Il observait, il écoutait, et quand il parlait, ses mots étaient précis, économiques, et portaient un poids d'autorité troublant, qui obligeait tout le monde, même les colonels, à s'arrêter et à écouter. Il était un contraste saisissant, avec l'instrument de force brute qu'était mon frère, et la masculinité théâtrale de mon père. La force de Jacques n'était pas une performance. C'était un état d'être fondamental. Mon champ de bataille, ici, n'était pas le terrain physique, mais le cœur chaotique de l'exercice du poste de commandement, ou CPX. C'était une tente immense, bourdonnant du bruit des générateurs, et baignée par la lueur de dizaines d'écrans d'ordinateurs. L'air était épais de l'odeur du café rassis, de la sueur, et de la tension montante. Les officiers d'infanterie, les semblables de mon frère, hurlaient dans les radios, la voix éraillée par le stress. Les rapports étaient contradictoires. Les renseignements étaient erronés, et l'ennemi simulé se rapprochait. C'était une tempête de bruit et d'ego. Je ne disais rien. Mon travail d'officier du renseignement n'était pas de crier le plus fort. C'était de trouver le signal dans le bruit. J'étais assise à mon poste, une île de calme au milieu de l'ouragan. Je recoupais méticuleusement les cartes topographiques, avec les flux vidéo des drones en direct, et les rapports de renseignements fragmentés venant du terrain. Je menais une guerre sur papier, une bataille silencieuse de modèles et de probabilités. Les hommes qui hurlaient autour de moi voyaient une carte avec des icônes amis et ennemis. Je voyais une histoire se dérouler, un récit de tromperie. Et au cœur de ce récit, j'ai trouvé une faille. Une vulnérabilité critique, dans la ligne de défense ennemie, que tout le monde, dans sa hâte frénétique, avait négligée. Je rassemblais mes preuves, me préparant à présenter mes conclusions, dans le langage précis et sans émotion que le commandement respectait, lorsqu'une ombre est tombée sur ma carte. J'ai levé les yeux, pour voir le major Monroe, debout à côté de moi. Il n'avait pas dit un mot, mais sa présence coupait à travers le chaos environnant. Il s'est penché par-dessus mon épaule, et j'ai retenu mon souffle. Il a pointé un doigt ferme, vers la coordonnée exacte de la grille, que j'étais en train de fixer. Il nous tend d'un appât, a-t-il dit, d'une voix basse, qui ne s'adressait qu'à moi. Une feinte, pour attirer nos blindés à découvert. Leur force principale est ici, protégée par cette crête. Il m'a regardé, une question dans les yeux. N'est-ce pas, capitaine? Je n'ai pu cocher la tête, momentanément stupéfaite. Il n'avait pas seulement vu la carte. Il avait vu la bataille que je menais, dans une tente pleine d'hommes qui me considéraient soit comme une case à cocher pour la diversité, soit comme une assistante administrative. Ce pilote discret avait regardé mon travail, et y avait vu un collègue stratège. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je me suis senti vu. Ce moment a tout changé. Plus tard dans la soirée, après que l'exercice eut été suspendu pour la nuit, j'étais dans la tente de fortune du MWR, Moral, Welfare and Recreation. Une triste structure en toile, avec quelques chaises pliantes, et une glacière remplie de soda tiède. Je me détendais de la seule façon que je connaissais, en lisant un exemplaire de Poche usée et écornée, des pensées de Marc Aurèle. J'ai vu Jacques entrer dans la tente. Il a pris une bouteille d'eau et, au lieu de s'asseoir avec les autres officiers, qui racontaient bruyamment les événements de la journée, il s'est dirigé vers mon coin. Je me suis préparé aux banalités habituelles, aux questions gênantes sur ce qu'une femme comme moi faisait dans un endroit pareil, mais il a simplement fait un signe de tête, vers mon livre. Marc Aurèle, a-t-il dit. J'ai toujours aimé la partie où il écrit,
l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin, devient le chemin. J'ai été si surprise, que j'ai failli laisser tomber le livre. Il n'était pas juste en train de frimer, pour montrer qu'il reconnaissait le nom. Il s'était intéressé aux idées. Il les avait comprises. C'est mon passage préféré, ai-je finalement réussi à dire. C'est l'histoire de ma vie, je crois. La mienne aussi, a-t-il répondu, en tirant une chaise. Notre conversation, ce soir-là, a duré des heures, mais nous avons à peine parlé du corps des marines. Nous avons parlé de la philosophie stoïcienne, de l'histoire romaine, des fardeaux silencieux et invisibles du leadership. Il m'a demandé ce que je pensais de l'historien Will Durant, et je lui ai demandé s'il préférait l'esprit stratégique de Scipion l'Africain, à celui d'Hannibal. Il parlait avec une passion et une intelligence, totalement dépourvues d'ego. C'était le genre de conversation que je n'avais jamais fait que rêver d'avoir, le genre que j'avais l'habitude d'avoir avec les auteurs des livres que mon père méprisait. Pour la première fois depuis que je m'en souvenais, je n'étais pas une femme officier. Je n'étais pas la petite sœur de Ryan. J'étais juste une personne, un esprit écouté et compris par un autre. L'exercice s'est terminé quelques jours plus tard. Alors que le chaos contrôlé du démontage commençait, chacun rangeant son équipement, et se préparant à laisser le désert derrière lui, Jacques s'est frayé un chemin à travers la foule, vers moi. Il tenait un gobelet en polystyrène blanc et fumant. Noir, de sucre, c'est ça, a-t-il dit, en me le tendant. Je n'avais même pas réalisé qu'il avait remarqué, comment je prenais mon café. Merci, ai-je répondu, mes doigts s'enroulant autour de la chaleur du gobelet. Tu étais l'esprit le plus vif de cette tente, Erika, a-t-il dit, utilisant mon prénom pour la première fois. Sa voix était calme, mais ses mots ont eu plus d'impact que tous les cris que j'avais entendus toute la semaine. Ne laisse jamais leur bruit noyer ton silence. Cette simple déclaration, délivrée avec un café bon marché, était plus valorisante que n'importe quelle médaille ou citation que j'avais jamais reçue. Ce n'était pas une phrase toute faite. Ce n'était pas un compliment destiné à obtenir une réaction. C'était une déclaration de fait, d'un professionnel à un autre. C'était une reconnaissance. Et alors que je me tenais là, dans la chaleur brutale et impitoyable du désert de Mojave, j'ai senti que quelque chose en moi, quelque chose que je croyais avoir été définitivement gelé à Quantico, commençait à dégeler. Ça ressemblait un peu à de l'espoir. L'espoir qui avait commencé à germer dans le désert de Mojave, m'a suivi jusqu'à la côte. Jacques et moi avons tous deux été affectés à San Diego. Moi à la base aérienne du corps des marines de Miramar, lui à la base navale aérienne de North Island, toutes proches. Le soleil de la ville, et la brise océanique donnaient l'impression d'être à des années-lumière de la poussière du désert, et de la pierre froide de mon passé. Notre lien, forgé dans la chaleur de l'exercice, s'est approfondi pour devenir quelque chose de réel et de constant. Avec Jacques, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais jamais connu. Pour la première fois, la forteresse en moi ne ressemblait pas à une prison, mais à une maison, dans laquelle je pouvais enfin inviter quelqu'un. Puis, un mardi soir, mon passé m'a appelé, littéralement. J'ai vu le nom de ma mère clignoter sur l'écran de mon téléphone, et cette paix fragile a volé en éclats. Erika, chérie, comment vas-tu? Sa voix était d'une douceur artificielle, un ton mielleux qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait quelque chose. Mes alarmes internes, perfectionnées au cours de 2 décennies de pratique, ont commencé à retentir. Je vais bien, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai des nouvelles merveilleuses. Ton père et moi, descendons en voiture à San Diego, ce week-end, pour rendre visite à ton frère. Et nous pensions qu'il fallait absolument qu'on organise un petit barbecue, pour enfin rencontrer ce merveilleux Jacques, dont nous avons tant entendu parler. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Ce n'était pas une invitation amicale. C'était une convocation. C'était une inspection. Ryan était stationné à Camp Pendleton, à juste 1 heure de route sur la côte. Un monde de différence, avec la communauté des pilotes de Miramar. C'était une incursion délibérée, dans ma nouvelle vie. Elle ne demandait pas, elle informait. J'ai hésité, le mot « non » sur le bout de la langue. J'ai jeté un coup d'œil à Jacques, qui m'observait depuis l'autre bout de la pièce. Il a vu la tension sur mon visage, la façon dont ma main s'était resserrée sur le téléphone. Il s'est approché, a pris ma main libre dans la sienne, et l'a doucement serrée. Ses yeux étaient calmes et assurés. On va les affronter ensemble, a-t-il articulé silencieusement.
Sa force s'est infusée en moi. D'accord, maman, ai-je dit, d'une voix plus ferme que je ne le ressentais. Nous serons là. Le barbecue a eu lieu dans le jardin du duplex que Ryan louait à Oceanside, une tranche classique de la banlieue militaire américaine. Un carré de pelouse d'un verre artificiel bien entretenu, un barbecue au charbon bon marché qui crachait de la fumée, et une glacière débordante de glaçons, et de canettes de Budweiser. L'air sentait l'allume-feu et les hot-dogs grillés. C'était un portrait parfait de la vie de famille normale, et cela ressemblait à un décor de film d'horreur. Ryan a joué le rôle de l'hôte gracieux avec une aisance pratiquée, une bière dans une main, une pince dans l'autre, tenant court devant le barbecue. Il régalait mon père, et quelques-uns de ses amis sous-officiers, d'histoires bruyantes et embellies sur ses derniers exploits à l'entraînement. Mon père, en retour, bombait le torse, s'imprégnant de la gloire réfléchie de son fils guerrier. Mon rôle, comme toujours, était d'être la fille discrète, effacée. Le rôle de Jacques, comme je l'ai vite compris, était d'être la cible. Mon père a commencé l'interrogatoire, subtilement. Alors, Jacques, a-t-il commencé en lui tapant sur l'épaule un peu trop fort. Erika me dit que tu pilotes ces jets sophistiqués. Ryan, ici présent, peut courir 3 miles en 17 minutes. Quel est ton temps, Jacques? Jacques, qui aurait facilement pu égaler ce temps, s'est contenté de sourire poliment. C'est impressionnant, monsieur. Il ne chronomètre pas nos courses de 3 miles dans le cockpit. C'était une réponse brillante, détournant la comparaison sans être irrespectueux. J'ai vu le sourire de mon père vaciller une fraction de seconde, agacé que son coup de poing n'ait pas fait mouche. La performance a continué, une série incessante de comparaisons passives-agressives, où la carrière d'officier et de pilote de Jacques était présentée comme étant d'une manière ou d'une autre moins authentique, moins difficile, que la vie de Troufion de Ryan. J'avais l'impression de regarder une pièce de théâtre que j'avais vue 100 fois. Mais cette fois-ci, je n'étais pas seul dans le public. Jacques était juste à côté de moi, une présence silencieuse et constante dans la tempête. L'événement principal est arrivé après que nous ayons mangé. Alors que le soleil commençait à descendre vers le Pacifique, mon père a passé un bras autour des épaules de Jacques, l'entraînant dans une mascarade de camaraderie entre hommes. Tu sais, Jacques, a-t-il dit, la voix assez forte pour que tout le monde entende. Ce gamin, juste ici, a-t-il ajouté en désignant Ryan d'un signe de tête. Il vient d'être nominé pour le titre de sous-officier du trimestre. Un guerrier né. Puis, il a reporté toute son attention sur Jacques, les yeux étincelants. Ça doit être sympa pour toi, par contre, hein? Assis là-haut dans ce cockpit climatisé, pendant que le vrai travail se fait sur le terrain. L'insulte était si flagrante, si parfaitement conçue pour rabaisser Jacques tout en élevant Ryan, que l'air en est devenu lourd. J'ai vu la mâchoire de Jacques se contracter, une lueur de colère froide dans ses yeux, mais sa voix, quand il a parlé, était parfaitement égale. La clim est définitivement utile quand on doit prendre une décision à la fraction de seconde, à Mach 2, monsieur. Mais vous avez raison, le sergent artilleur Suarez fait honneur au corps. Il avait encore réussi. Il avait validé la prémisse de mon père, complimenté mon frère, et défendu son propre honneur, en une seule phrase élégante. J'ai vu un éclair de déception sur le visage de mon père. Son arme de prédilection, l'humiliation publique, avait manqué sa cible. Le dernier acte de la pièce m'était réservé. Plus tard, alors que j'aidais ma mère à débarrasser les assiettes en carton de la table de patio, et à les emporter dans la cuisine, elle a fermé la porte vitrée coulissante derrière nous, nous isolant du bruit de la fête. Dès l'instant où nous avons été seuls, sa voix douce est revenue, désormais teintée d'un ton de conspiration. Erika, chérie, a-t-elle commencé, sans me regarder, tout en grattant les restes de salade de pommes de terre dans la poubelle. Il y a quelque chose dont j'ai besoin que tu fasses. Je me suis préparé. Ton frère? Il est dans une situation financière un peu difficile. Il a acheté ce nouveau pick-up, tu vois, et les paiements sont juste un peu plus élevés que ce qu'il peut gérer en ce moment. Elle s'est finalement tournée vers moi, les yeux écarquillés et implorants. Tu es capitaine, maintenant. Ton salaire est plus élevé que le sien. Je me disais que tu pourrais juste l'aider. Lui prêter de l'argent pour le dépanner. Après tout, c'est à ça que sert la famille, non? On s'entraide. Et voilà. La vraie raison de la visite, la raison du barbecue, les faux sourires, les politesses forcées. Ils n'étaient pas venus pour rencontrer Jacques. Ils étaient venus pour mon argent.
Je suis resté là, sans voix. La demande n'était pas seulement insultante. C'était l'effacement complet de mon existence entière. Mes années de travail acharné, mes luttes, mes réussites. Rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit. À leurs yeux, ma réussite ne me rendait pas digne de respect. Elle faisait simplement de moi, une ressource plus pratique. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur distributeur de billets. Et la rage qui couvait sous la surface depuis le début de l'après-midi, a commencé à bouillir. La rage bouillonnante que je ressentais ne s'est pas manifestée par un cri. Elle n'est pas sortie dans un torrent de larmes, ni en claquant une porte. Pendant des années, ma famille m'avait entraîné à réprimer, à contenir, à endurer. Ainsi, la rage, lorsqu'elle a finalement atteint son paroxysme, s'est transformée en quelque chose de complètement différent. Un calme glacial, terrifiant. C'était la même concentration glacée que j'avais ressentie dans la tente du CPX, l'instant avant d'identifier la faiblesse de l'ennemi. Et en ce moment même, l'ennemi se tenait devant moi, tenant une assiette en carton sale. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Pour la première fois de mes 27 ans de vie, la peur viscérale de sa désapprobation avait disparu, consumée par la chaleur pure de ma colère. Non, ai-je dit. Le mot était calme, mais il a atterri dans l'espace qui nous séparait avec la force d'un coup de feu. Ma mère a cligné des yeux, une lueur de confusion traversant son regard. C'était une réponse si étrangère pour elle, tellement hors du script de notre drame familial, qu'elle n'a pas pu l'assimiler immédiatement. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, non, ai-je répété, la voix posée, sans le moindre tremblement. Je ne donnerai pas d'argent à Ryan. La confusion sur son visage a tourné à l'incrédulité, puis à l'indignation. C'était le regard d'une monarque dont le sujet le plus loyal venait de cracher sur ses chaussures. Pourquoi donc, a-t-elle bredouillé, la voix montant d'un ton. C'est ton frère. C'est un sergent artilleur de 30 ans dans le corps des marines des États-Unis, ai-je répondu. Mon ton était froid et tranchant comme une baïonnette. Il est responsable de ses propres choix, y compris celui d'acheter un véhicule qu'il ne peut pas se permettre. Je ne suis pas sa banque. La logique de ma déclaration était irréfutable, et cela l'a rendue encore plus furieuse. Acculée dans un coin, elle a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a dégainé son arme ultime, la culpabilité. Son visage s'est transformé, fondant en un masque de sacrifice blessé. Ingrate, a-t-elle murmuré, le mot chargé de venin. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Ton père et ton frère ont servi dans des zones de combat. Ils ont versé leur sang et leur sueur sur le champ de bataille, pour que des gens comme toi, elle a prononcé ce mot avec mépris, puissent aller dans une bonne université et s'asseoir confortablement dans un bureau climatisé, à jouer sur un ordinateur. Tu leur es redevable. Tu es redevable à cette famille. C'était son option nucléaire. L'argument conçu pour déclencher toutes les insécurités qu'ils avaient si soigneusement plantées en moi, au fil des ans. L'idée que mon service était inférieur, mes accomplissements frauduleux, ma vie, une dette que je ne pourrais jamais rembourser. Par le passé, cela avait toujours fonctionné. Cela m'avait toujours réduite à l'état d'enfant coupable, qui s'excusait. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Cette fois, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je n'ai ressenti rien d'autre, qu'une clarté pure et libératrice. Tous les morceaux de ma vie, toutes les injustices et les affronts, se sont emboîtés. Je me suis souvenu des mots de Jacques, dans le désert, ne laisse jamais leur bruit noyer ton silence. Et à ce moment-là, j'ai su que mon silence était terminé. Je ne leur dois rien, ai-je dit, et ma voix n'était plus silencieuse. Elle était dure, et forte, et elle résonnait dans la petite cuisine. Soyons très clairs. Je suis entré à l'université de Virginie par mes propres moyens, avec une bourse académique. J'ai enduré et j'ai été diplômé de l'école des candidats officiers, par ma propre force. Je porte ce grade sur mon col parce que je l'ai gagné. Et non parce qu'on me l'a offert sur un plateau. J'ai payé toutes mes dettes, maman. Mes comptes sont à jour. Le son de nos voix élevées avait attiré un public. La porte vitrée coulissante s'est ouverte, et mon père et Ryan sont entrés, attirés par l'odeur d'un conflit qu'ils supposaient que j'allais perdre. Ryan affichait un sourire suffisant et entendu. Quel est le problème, petite sœur, a-t-il ricané, s'adossant au comptoir. Tu ne veux pas partager la richesse? Et c'était la goutte d'eau. La poussée finale.
la cruauté désinvolte, la certitude absolue dans ses yeux, qu'il avait droit aux fruits de mon travail. Les années passées à être invisible, à être la deuxième, à être le distributeur de billets de la famille. Tout cela s'est condensé en un seul point de résolution incassable. Je me suis détourné de ma mère, et je leur ai fait face, à tous les trois. Mon père avec son silence réprobateur. Ma mère, avec ses larmes manipulatrices qui commençaient maintenant à perler. Et Ryan, avec son sourire arrogant. Je me suis redressé, les épaules en arrière. Et pour la première fois en leur présence, je n'étais pas leur fille, ni leur sœur. J'étais la capitaine Erika Suarez. Écoutez-moi bien, et écoutez attentivement, ai-je dit. Et l'autorité dans ma voix les a fait tressaillir tous les trois. Cet arrangement est terminé. Il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus d'excuses pour les mauvais comportements. Il n'y aura plus de silence de ma part, pour maintenir en vie cette mascarade de paix familiale. J'en ai fini. J'ai pris une inspiration, laissant les mots flotter dans le silence stupéfait. À partir de maintenant, ai-je ajouté en regardant au-delà d'eux vers la porte, où je savais que Jacques se tenait, à m'attendre, Jacques et ma famille. Si vous avez déjà eu à tracer cette ligne infranchissable dans le sable, cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir ce moment, et commentez simplement « Fini » ci-dessous. Vous saurez ce que cela signifie. Je n'ai pas attendu de réponse. La forteresse à l'intérieur de moi n'avait pas seulement été défendue. Ses portes avaient été scellées, pour toujours. J'ai tourné le dos à ces trois personnes, à leurs visages choqués et furieux. Je suis sorti de la cuisine, j'ai croisé Jacques, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Il n'a pas dit un mot. Il s'est simplement mis à marcher à côté de moi. J'ai tendu la main, et la mienne a trouvé la sienne. Ensemble, nous sommes sortis de cette maison, laissant derrière nous les ruines d'une famille qui venait de perdre sa dernière once de contrôle sur moi, et nous avons marché dans la nuit californienne, propre et fraîche. Le trajet de retour jusqu'à notre appartement à la Jolla a été calme, mais ce n'était pas le lourd silence oppressant avec lequel j'avais grandi. C'était une sorte de silence différent, le silence concentré de deux coéquipiers après une escarmouche, qui se regroupent et évaluent le terrain. Les fenêtres de la vieille Jeep de Jacques étaient baissées, et l'air frais et salé du Pacifique nous balayait, purifiant l'atmosphère viciée et étouffante du jardin de mon frère. J'ai regardé les phares tracer un chemin dans l'obscurité, mon esprit rejoint la scène dans la cuisine, ma propre voix résonnant d'une force que je ne me connaissais pas. J'ai été la première à parler, brisant ce silence confortable. Je ne peux plus faire ça, Jacques, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Je ne les laisserai pas gâcher notre mariage. Je ne le laisserai pas tout gâcher. Jacques n'a pas quitté la route des yeux, mais il a tendu la main et l'a posée sur mon genou, un simple geste de solidarité. Je sais, a-t-il dit. Et nous ne laisserons pas cela arriver. Mais nous n'allons pas le combattre selon ses propres termes. Nous n'allons pas nous lancer dans une dispute à grands cris, ou une bagarre. Nous allons le combattre à notre façon. Ces mots ont résonné profondément en moi. À notre façon. La voix du stratège, la voix de l'esprit, pas du poing. Plus tard dans la nuit, la tempête émotionnelle était passée, laissant derrière elle un sentiment froid et clair, d'avoir un but. Nous étions dans notre petit appartement rempli de livres, surplombant l'océan. J'avais posé sur la table basse mon exemplaire de poche usé de « L'art de la guerre » de Sun Tzu, ses pages remplies de mes notes. Il avait été mon guide lors des batailles intellectuelles à Quantico, et au-delà. Jacques a disparu dans son bureau, et est revenu avec un épais classeur de l'administration. Il l'a placé sur la table, juste à côté de mon livre. Le titre sur la tranche était austère et officiel, Manuel des cours martiales, États-Unis, édition 2019. À l'intérieur, se trouvait le code de justice militaire, UCMJ. Ton ennemi, a dit Jacques, en tapotant la couverture de l'UCMJ, a construit toute son identité sur ce livre. Il vénère les partis sur le grade, l'obéissance, et l'agression. Il a fait une pause, l'air sérieux. Mais il ignore le reste. Il ne comprend pas les partis sur l'honneur, la conduite, et l'intégrité de l'institution. Il a ouvert le classeur à une page bien marquée. Il y a un article, ici, l'article 134. On l'appelle souvent l'article général. C'est un fourre-tout, pour les infractions qui ne sont pas spécifiquement énumérées ailleurs. Il a glissé son doigt le long du texte. Il couvre toutes les conduites de nature à jeter le discrédit sur les forces armées. Il s'agit de perception, Erika.
Il s'agit de maintenir l'image du service. Une lumière s'est allumée dans mon esprit. Donc, un spectacle public. Exactement, a confirmé Jacques. Une bagarre entre membres d'une même famille, lors d'un barbecue, c'est une chose. Mais un sergent artilleur agressant publiquement une capitaine lors de son mariage, un événement auquel assistent des dizaines d'autres militaires, y compris des officiers supérieurs. Ce n'est pas seulement une attaque personnelle. C'est une violation flagrante de l'article 134. C'est un suicide professionnel. J'ai fixé les deux livres, posés côte à côte. D'un côté, l'ancienne sagesse chinoise sur la stratégie. De l'autre, le socle moderne du droit militaire américain. Les principes étaient les mêmes. Sun Tzu a écrit « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu ne seras pas en danger dans sa bataille ». Je connaissais mon ennemi. Le monde entier de Ryan, c'était le corps des marines. Sa fierté, sa réputation, son estime de lui-même, tout était lié à son uniforme, et au respect qu'il imposait à ses subordonnés. Il voyait le monde selon une hiérarchie simple et brutale, de force physique. C'était sa faiblesse. C'était un taureau, puissant et direct, mais il ne voyait que la cape rouge, pas le toréador qui la tenait. Il ne respecte que le grade et la force, ai-je dit, pensant à haute voix, les pièces du puzzle s'emboîtant dans mon cerveau d'analyste du renseignement. Le concept de famille ne signifie rien pour lui lors d'une confrontation. Ce n'est qu'un mot qu'il utilise comme moyen de pression. Mais le titre des officiers. J'ai laissé ma phrase en suspens, l'idée se cristallisant. L'agression est un terme juridique. Ce n'est pas frapper ou se battre. C'est un crime, une violation du code. J'ai levé les yeux vers Jacques, mon cœur battant plus vite maintenant, non pas de peur, mais du frisson d'une stratégie gagnante qui prenait forme. Les mots, ai-je dit. Tu viens d'agresser un officier. Jacques m'a regardé, et ses yeux étaient remplis d'une profonde admiration, qui m'a semblé plus intime que n'importe quel baiser. Il a hoché la tête lentement. Ces 4 mots, a-t-il dit, la voix pleine de respect. Il lui enlève tout son pouvoir. Il recadre l'événement tout entier. Il n'est plus le grand frère dominant, qui remet sa petite sœur insolente à sa place. Il est le subordonné, qui vient de commettre un acte criminel, contre un supérieur. Il n'est plus l'agresseur. Il est l'accusé. Et le public qu'il essaie d'impressionner, les autres marines, ils deviennent les témoins de l'implosion de sa carrière. Nous ne préparions pas une bagarre. Nous préparions un plan d'urgence. Nous espérions, nous prions pour que ma famille ait la décence de nous laisser passer cette journée en paix. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Nous n'étions plus des victimes, attendant que le prochain coup ne tombe. Nous nous préparions à une bataille, selon nos propres termes. Dans la semaine qui a précédé le mariage, nous n'avons plus reparlé du plan. Nous l'avons mis de côté, une arme gardée en réserve. Au lieu de cela, nous nous sommes concentrés sur la construction d'une forteresse de paix autour de nous. Nous avons fait de longues promenades sur le sable blanc et fin de Coronado Beach, en regardant les jets de la marine tracer des motifs dans le ciel. Nous avons conduit jusqu'à Old Town San Diego, et nous avons trouvé un petit endroit familial, qui servait les meilleurs tacos aux poissons que je n'ai jamais goûtés, avec de la coriandre fraîche et un trait de citron vert, les saveurs vives et nettes. Nous nous asseyions sur notre petit balcon, sirotant un café le matin, et écoutant les phoques aboyer, en bas dans la crique. C'était un acte délibéré pour revendiquer notre propre bonheur, pour refuser que l'ombre de ma famille empoisonne la belle vie que nous étions en train de construire, ensemble. Nous savions que la tempête s'annonçait à l'horizon. Nous savions que le jour de notre mariage, ce jour qui était censé être le plus beau de notre vie, risquait d'être transformé en champ de bataille. Mais cette fois, nous étions prêts. Nous étions 2 officiers, un front uni, prêts pour la confrontation. Et nous allions l'affronter, non pas avec colère, ou avec peur. Mais avec les armes les plus puissantes que nous possédions, notre calme, notre intellect, et notre compréhension profonde et inébranlable du monde dans lequel nous vivions. Au moment où le poing de mon frère a touché mon visage, le temps n'a pas ralenti. Il s'est fracturé. La scène a volé en éclats, se divisant en 1000 détails précis et distincts. L'officier du renseignement en moi, la part de moi entraînée à observer sous le feu, a pris le contrôle. Il y a eu la sensation physique, un éclair de douleur vif et aveuglant, le craquement écœurant des os et du cartilage, et le goût cuivré du sang qui inondait ma bouche. Puis sont arrivées les données auditives, le hoquet collectif de nos invités,
le bruit sec d'une flûte à champagne se fracassant sur le patio en pierre, et sous tout cela, le battement régulier et rythmé de mon propre cœur, comme un compte à rebours, avant une explosion programmée. Mais cette fois, contrairement à la première fois où j'ai décrit ce moment, il n'y a pas eu de panique. Il n'y a pas eu le tourbillon chaotique de la confusion. Tandis que je trébuchais en arrière, ma robe d'un blanc immaculé désormais tachée d'une éclaboussure cramoisie, j'observais. J'évaluais. J'ai vu le sourire narquois, triomphant et satisfait, sur le visage de Ryan. Le regard d'un prédateur, qui venait d'affirmer sa domination. J'ai vu l'expression vide, presque ennuyée, sur le visage de ma mère, et le regard froid et agacé de mon père. J'ai vu le choc figé, sur les visages de nos amis et de nos supérieurs hiérarchiques. J'ai tout vu. Non pas comme une victime. Mais comme un soldat, lors d'une embuscade bien tendue, regardant l'ennemi marcher directement dans la zone de destruction. Ma part dans le plan, était terminée. J'avais été l'appât. Maintenant, c'était au tour de Jacques. Il a bougé. Ses actions n'étaient pas les mouvements frénétiques et enragés, d'un homme dont la future épouse venait d'être attaquée. Ils étaient délibérés, précis, et économiques. Les mouvements d'un pilote, exécutant une procédure d'urgence bien répétée. Il a fait 2 pas en avant, se plaçant carrément entre moi et Ryan, créant un bouclier physique. Il me tournait le dos, mais je pouvais sentir l'immobilité enroulée dans sa posture. Il a regardé mon frère, et ses yeux, d'ordinaire si chaleureux et pensifs, étaient aussi froids et gris, que l'acier d'un cuirassé. Puis il a parlé. Sa voix n'était pas un cri. Elle était calme, contrôlée, et projetée avec la clarté d'un commandement, qui attendait une obéissance immédiate. Elle a tranché le silence lourd et mort, comme un rasoir. Sergent artilleur, face au mur. Les 4 mots ont percuté l'air, avec la force d'un bang supersonique. L'effet a été instantané, et absolu. Tout le contexte de l'après-midi a volé en éclats, pour se reformer en quelque chose de nouveau. Ce n'était plus une affreuse dispute de famille, lors d'un mariage. C'était un ordre militaire. C'était une question d'ordre et de discipline. Le ricanement sur le visage de Ryan s'est figé, puis s'est fissuré, remplacé par une confusion béante. Son cerveau, qui fonctionnait sur une simple logique binaire de force et de soumission, ne pouvait pas traiter cette nouvelle information. Il s'attendait à une bagarre avec Jacques, un combat primitif qu'il était sûr de gagner. Il n'était pas préparé à un ordre formel, émanant d'un officier supérieur. Avant que Ryan ne puisse formuler une réponse, mon père a bondi en avant, le visage violet de rage. Il était de retour en terrain connu. Le patriarche défendant son fils élu. « Jacques, qu'est-ce que tu crois faire, bon sang ? » ?»« C'est mon fils, » a-t-il hurlé, en pointant un doigt vers le dos de Jacques. Jacques ne s'est pas retourné. Il n'a même pas tressailli. Gardant les yeux fixés sur Ryan, il a répondu, du ton froid et distant d'un officier signalant un incident à la radio. « Monsieur, à environ 15h32, le sergent artilleur Suarez a agressé physiquement un officier supérieur, dans un lieu public. Il représente désormais un risque pour la sécurité, et je prends les mesures appropriées pour sécuriser la situation. » La formalité, la précision du langage, l'inclusion de l'heure exacte. C'était un mur verbal, que mon père ne pouvait pas percer. J'ai regardé son visage et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'impuissance absolue dans ses yeux. Son autorité, le pouvoir absolu et incontesté qu'il exerçait au sein de notre famille, venait d'entrer en collision avec un pouvoir plus grand, plus impersonnel. Le code de justice militaire. Le système même qu'il avait passé sa vie à vénérer, et à enseigner à ses enfants à respecter, venait d'être utilisé pour le rendre hors de propos. Il n'était plus le père de la mariée, ni le père du marié. Il était simplement un témoin civil. Ryan était toujours là, paralysé par la confusion, son esprit essayant de concilier l'image du fiancé de sa sœur, avec la réalité du major qui se tenait devant lui. Jacques a fait un pas lent, et délibéré vers lui. Il a regardé mon frère droit dans les yeux, et a délivré l'ultime charge dévastatrice. Il a parlé juste assez fort, pour que le groupe d'officiers qui se tenait à proximité, puisse entendre clairement chaque mot. « Tu viens d'agresser un officier. » Ces 4 mots, n'étaient pas une accusation. C'était un verdict, la déclaration formelle d'un crime. J'ai vu la prise de conscience frapper Ryan, avec la force d'un coup physique. La confusion sur son visage s'est évaporée, remplacée par une vague de panique brute et sans filtre.
Ses yeux regardaient frénétiquement autour de lui, cherchant désespérément du soutien, quelqu'un pour valider ses actes, pour se joindre à lui dans son mépris. Il a regardé les autres marines. Ses frères d'armes. Les hommes dont le respect était le fondement de toute son identité. Il n'en a trouvé aucun. Tout ce qu'il a reçu, ce sont des regards froids et durs. Des regards d'incrédulité, de dégoût, de condamnation professionnelle. Dans leurs yeux, il n'était plus Ryan Suarez, le trophion dur à cuire. Il était une honte, un fardeau, un homme qui venait de commettre le péché capital, frapper un officier. Et une femme qui plus est, lors de son propre mariage. Il avait jeté le discrédit sur le corps. Sa carrière, son honneur, sa fierté, tout l'édifice de l'identité qu'il avait si soigneusement construite. Tout s'est effondré en poussière, en l'espace de 10 secondes. La couleur a quitté son visage, le laissant d'une pâleur grise et pâteuse. Le géant physique, le guerrier né, avait l'air petit, pathétique, et totalement vaincu. Il avait perdu. Non pas dans une bagarre, non pas dans un concours de force qu'il pouvait comprendre. Il avait perdu dans une partie d'échecs stratégiques, à laquelle il ne savait même pas qu'il jouait. Et moi, je me tenais là, goûtant mon propre sang, ma robe blanche ruinée, et je ressentais l'indéniable, l'exaltante, et la féroce satisfaction de la victoire. La satisfaction nette et tranchante de la victoire, est une chose éphémère. Elle a brûlé de 1000 feux pendant un instant, une supernova de vengeance dans un jardin baigné de soleil. Mais les supernovas, par nature, s'effondrent. Ce qu'il en reste, ce sont les répliques, les débris, et un vaste vide résonnant. Notre cérémonie de mariage n'a jamais repris. La scène est passée d'une célébration de l'amour, à un tableau stérile et surréaliste d'enquête officielle. La police militaire est arrivée, leurs uniformes formant un contraste brutal, et dégrisant avec les robes pastel, et les costumes impeccables de nos invités. J'ai regardé, hébété, mes amis et collègues faire des déclarations formelles à voix basse, à des officiers en uniforme. Mon magnifique gâteau de mariage à 3 étages, avec ses délicates fleurs en sucre, est resté intact, sur une table recouverte d'une nappe en lin. Un monument à un avenir, qui avait été violemment interrompu. À travers tout cela, j'ai vu mes parents. Ils ne criaient pas. Ils ne pleuraient pas. Ils étaient blottis dans un coin avec un avocat militaire, le visage figé en masque de fureur contrôlée. Ils géraient les dégâts, ils ne pleuraient pas la blessure. Pas une seule fois ils ne m'ont regardé. C'était comme si, en me frappant, Ryan avait réussi à me rendre invisible à leurs yeux, pour toujours. Jacques et moi ne leur avons pas dit au revoir. Nous sommes simplement partis. Nous nous sommes éclipsés des ruines de notre propre mariage, laissant derrière nous le murmure sourd de la procédure officielle, et le fantôme de ce qui aurait dû être, le plus beau jour de notre vie. Le silence dans notre appartement, était différent. Ce n'était pas le silence tendu de ma maison d'enfance, ni le silence concentré de la planification d'une mission. C'était un silence creux, le genre de silence qui s'engouffre pour combler un vide. L'adrénaline de la confrontation s'était dissipée, emportant avec elle la rage et le triomphe. Laissant place à un épuisement profond, qui me transperçait jusqu'aux os. Je me suis laissé tomber sur le canapé, toujours dans ma robe de mariée. La dentelle délicate était froissée, une petite tache brunâtre de sang séché marquant le corsage. La robe ressemblait à un costume d'une autre vie, un rôle que j'avais brièvement joué, puis oublié. Ma mâchoire me faisait mal, d'un rythme sourd et lancinant. Jacques n'a pas parlé. Il n'a pas sorti de platitudes creuses. Il a simplement commencé le travail silencieux de prendre soin de moi. Il s'est agenouillé devant moi, et a détaché mon voile avec soin, ses doigts étant d'une douceur infinie, alors qu'il retirait les épingles de mes cheveux. Il est revenu de la chambre avec un t-shirt doux, et un pantalon de survêtement, qu'il a posé à côté de moi. Puis, depuis la cuisine, j'ai entendu la porte du congélateur s'ouvrir, le tintement d'un mug, le clic de la bouilloire. Il est revenu avec une poche de glace enveloppée dans un torchon, et un mug fumant de ce qui sentait la camomille. Il a doucement placé la poche de glace contre ma mâchoire enflée, le froid offrant un choc bienvenu contre la douleur persistante, et a posé le mug sur la table basse. Ces actions formaient un langage silencieux à part entière, plus éloquent que n'importe quel mot. Elle disait, « Je suis là. Je m'occupe des aspects pratiques. Tu as juste besoin de respirer. » Nous sommes restés assis ainsi pendant un long moment, dans le crépuscule qui s'épaississait. La féroce guerrière, qui avait tenu tête à sa famille, avait disparu.
À sa place, il n'y avait plus qu'une femme dans une robe ruinée, sentant un poids immense et douloureux s'abattre sur elle. J'ai finalement rompu le silence, la voix rauque. J'ai gagné, ai-je murmuré, les mots ayant un goût étrange. J'ai enfin gagné. Mais pourquoi ai-je l'impression d'avoir perdu? Jacques s'est levé du fauteuil, pour s'asseoir à côté de moi, sur le canapé. Il m'a pris la main, sa paume chaude et rassurante autour de la mienne. Il n'a pas essayé de nier mes sentiments, ni de me faire un discours d'encouragement. Il m'a simplement regardé avec cette empathie profonde et inébranlable, qui m'avait d'abord attiré vers lui. Parce que chaque victoire dans une guerre comme celle-ci a un prix, a-t-il dit doucement. Tu as dû détruire une partie de ton passé, pour dégager la voie de ton avenir. Tu ne pleures pas la perte de la famille que tu as eue, Erika. Tu pleures la famille que tu méritais d'avoir. Et c'est normal de ressentir ça. Tu as le droit de faire ce deuil. Ces mots ont percé ma confusion, mettant un nom sur la douleur informe dans ma poitrine. Le deuil. C'était bien de cela qu'il s'agissait. Je faisais le deuil de l'idée d'une mère, qui se serait précipitée à mes côtés. D'un père qui aurait défendu mon honneur. D'un frère qui aurait été mon protecteur, pas mon agresseur. Je pleurais un fantasme, auquel je m'étais accroché pendant 27 ans. Et le caractère définitif de sa mort, me brisait le cœur. Quelques jours plus tard, la douleur vive du deuil a commencé à s'apaiser. Elle a été remplacée, par le besoin d'une ultime conclusion, en privé. Je me suis assise à la table de notre cuisine, et j'ai commencé à écrire une lettre à mes parents. J'ai écrit pendant des heures, les mots coulant de moi à flot. J'ai écrit sur l'humiliation de la lettre d'acceptation tachée de canneberge, les années de remarques dédaigneuses, le sentiment constant d'être une réflexion après coup. J'ai écrit sur leur silence glaçant dans le jardin, alors que je me tenais là, en sang et trahi. J'ai écrit jusqu'à avoir des crampes à la main, jusqu'à ce que mon âme se sente vide. Jusqu'à ce que la toute dernière goutte de poison ait été extraite sur la page. J'ai plié la lettre, lourde de vérités inexprimées, et je l'ai scellée dans une enveloppe. Mais je n'y ai pas inscrit d'adresse. J'ai su alors que je ne l'écrivais pas pour eux. Je n'obtiendrais jamais la compréhension ou les excuses que j'avais autrefois espérées. Leur approbation était une monnaie que je n'acceptais plus. Je l'avais écrite, pour moi. J'ai apporté la lettre jusqu'à l'évier de la cuisine. D'un simple clic de briquet, j'ai approché la flamme d'un coin de l'enveloppe. J'ai regardé le feu consumer le papier, transformant les mots colériques et douloureux, en cendres noires et recroquevillées. Ce n'était pas un acte de colère. C'était un acte de libération. La rupture cérémonielle et définitive d'un lien, qui aurait dû être coupé depuis longtemps. Alors que les dernières braises s'éteignaient, j'ai fait couler les cendres dans l'évier. Et avec elles, le besoin qu'ils comprennent, un jour. Ma guérison, ne dépendait pas de leur pardon ou de leur remords. Elle ne dépendait que de moi. J'ai repensé à un discours de Theodore Roosevelt, que j'avais étudié un jour. Celui sur l'homme dans l'arène. Ce n'est pas le critique qui compte, a-t-il dit, mais celui dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang. Celui qui ose de grandes choses. Je n'avais pas remporté une victoire propre. Mon visage était couvert d'ecchymoses, mon esprit était las. Mais j'avais été dans l'arène. J'avais osé dire la vérité. Le passé n'était plus qu'un tas de cendres. La guerre qui avait défini ma vie entière, était enfin terminée. Et dans le calme de ce dénouement, une nouvelle question, intimidante, a commencé à se former dans mon esprit. Alors, à quoi ressemble la vie, après la guerre? La question laissée dans le sillage des cendres, n'a pas trouvé sa réponse dans une grande stratégie, mais dans un choix calme, et délibéré. Une fois l'enquête terminée, et Ryan contraint à une décharge déshonorante, qui le dépouillait de l'identité qui lui était si chère, Jacques et moi nous sommes assis, et avons eu la conversation la plus importante de nos vies. Il nous restait des années de contrat, une voie toute tracée vers des promotions. Un avenir tracé par l'institution qui, pour le meilleur ou pour le pire, avait fait de nous ce que nous étions. Et nous avons choisi, de tourner le dos à tout cela. Ce n'était pas une retraite. Ce n'était pas une capitulation. C'était un virage conscient et intentionnel, loin d'un monde défini par le grade et le conflit. Le corps des marines nous avait donné la discipline, la force, et nous avait permis de nous trouver. Mais il avait aussi exigé une part de nos âmes, en retour. Nous voulions une vie, où notre valeur n'était pas déterminée par les insignes sur nos cols.
Une vie construite selon nos propres termes. Avec l'argent que nous avions économisé, nous avons acheté une petite maison patinée par le temps, recouverte de bardeaux de cèdre, sur la côte de l'Oregon. À quelques kilomètres au sud de Cannon Beach. Le contraste avec notre vie à San Diego a été immédiat et viscéral. Le vacarme hurlant des FAE-18 décollant de Miramar a été remplacé par le profond soupir rythmé de l'océan Pacifique et le cri solitaire des mouettes portées par le vent. Les pelouses bien entretenues et les maisons identiques des banlieues militaires ont laissé place à d'immenses épinettes de Sitka, à des forêts denses enveloppées de brume et à un littoral sauvage et indompté. Nos nouveaux exercices consistaient à apprendre à réparer un toit qui fuit et à empiler du bois de chauffage pour les hivers froids et humides. Nos longues marches sont devenues des randonnées sur des sentiers luxuriants. L'air était épais, imprégné de l'odeur des pins et de la terre humide. La vie a ralenti. Nous avons trouvé un nouveau rythme, dicté par les marées et les saisons, et non par un calendrier de déploiement. Jacques, qui avait toujours eu un talent discret pour le travail manuel, a aménagé un petit atelier de menuiserie dans le garage. Il a commencé à fabriquer des meubles simples et magnifiques, à partir de bois de récupération. Le regard concentré, et paisible, sur son visage lorsqu'il travaillait, était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et moi, j'ai commencé à écrire. Au début, c'était juste pour moi, remplissant des carnets de mes pensées, et de mes observations. Mais petit à petit, j'ai commencé à reconstituer ma propre histoire. Non pas comme un rapport de renseignement, mais comme un témoignage. La discipline rigide que j'avais apprise dans le corps a trouvé un nouveau but. Plus pour analyser les mouvements ennemis, mais pour structurer des phrases et construire un récit. Mon propre récit. Un matin, plusieurs mois après le début de notre nouvelle vie, un email est apparu dans ma boîte de réception, avec un objet qui m'a fait faire un bond au cœur. De la part d'une camarade marine. Il provenait d'une jeune caporale femme, qui avait servi dans l'unité de Ryan. Je l'ai ouvert avec un sentiment d'appréhension. Mais ce que j'y ai trouvé, n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle y racontait que, pendant des années, Ryan avait été une terreur sourde dans l'unité. Connu pour ses accès de colère explosifs, et ses remarques inappropriées, en particulier envers les femmes marines de rang inférieur. Mais personne n'avait jamais osé le signaler. Il était l'enfant chéri, protégé par sa réputation, et par le code du silence tacite. Capitaine, a-t-elle écrit. Quand nous avons entendu ce qui s'est passé à votre mariage, et ce que vous avez fait, ça a été comme une fissure dans un barrage. Vous nous avez montré qu'il n'était pas intouchable. Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de déposer une plainte officielle pour harcèlement. Et après l'avoir fait, 3 autres femmes l'ont fait aussi. L'enquête qui a conduit à son renvoi n'a pas seulement commencé par l'agression. Elle a commencé parce que vous nous avez donné une voix. Vous ne vous êtes pas seulement sauvé vous-même. Vous avez sauvé beaucoup d'entre nous, aussi. J'ai lu l'email 3 fois, les mots se brouillant à travers les larmes, qui ruisselaient maintenant sur mon visage. Pour la première fois depuis cette horrible journée, j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin, ou de douleur. C'étaient des larmes de soulagement profond et écrasant. La guerre que j'avais menée, l'humiliation publique, la rupture avec ma famille. Ce n'était pas seulement pour moi. Ma douleur privée était devenue un phare public, un petit phare perçant le brouillard, pour d'autres qui étaient perdus dans le même silence. Ma victoire, était aussi leur victoire. Un an, jour pour jour, après notre mariage gâché, Jacques et moi sommes descendus sur la plage, à l'aube. Il n'y avait pas de robe blanche, pas d'uniforme impeccable. Juste nous deux, en jean et en pull chaud. Le sable froid crissant sous nos bottes. Le ciel était d'un gris doux, couleur perle, et une légère brume flottait au-dessus de l'océan. Dans nos mains, nous tenions les nouveaux vœux que nous avions écrits, l'un pour l'autre. Debout là, avec la silhouette massive de Estac Rock au loin, nous les avons lus à voix haute. Nos voix emportées par le vent salé. Ce n'étaient pas des vœux sur l'honneur et le devoir, au sens traditionnel. C'étaient des vœux de partenariat, de respect mutuel, et de volonté de construire une vie guidée par une intention sereine. Des vœux d'être le refuge de l'autre, de protéger la paix de l'autre. Lorsque nous avons terminé, le soleil a finalement percé à travers la brume matinale, jetant un chemin d'un or éclatant, à la surface du Pacifique. J'ai pris une grande et profonde inspiration, emplissant mes poumons de cet air vif et pur. À cet instant précis, en regardant l'homme que j'aimais, avec le bruit de l'océan pour seul témoin, j'ai enfin compris.
Je n'étais plus une victime. Je n'étais plus une guerrière. J'étais simplement libre. Et c'était la plus belle des victoires. Mon voyage a commencé dans une guerre que je n'avais jamais choisie. Mais il s'est terminé ici, dans une paix que j'ai bâtie pour moi-même. Cette histoire est la mienne. Mais son cœur appartient à quiconque a déjà eu à se battre pour être vu, ou à lutter pour trouver sa voie, dans le silence. Sachez que votre propre rivage de paix vous attend, et que vous avez la force en vous, pour l'atteindre. Si mon histoire vous a donné une lueur d'espoir aujourd'hui, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour d'autres histoires sur la force trouvée dans les endroits calmes, et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle qu'il peut gagner sa propre guerre. Merci de m'avoir écouté, et de faire partie de ma victoire.